Jean-Michel Audiard, que Gabin servait admirablement. Roger Vignot, avec ce film, c'est le moment où Verneuil va se rendre à Los Angeles et va s'ouvrir les portes d'Hollywood. C'est ce qui lui donne cette notoriété, parce que déjà les studios américains venaient en France pour asseoir leur notoriété, et effectivement ce film lui permet à Henri Verneuil d'exploser aux États-Unis, et c'est ce qui va contribuer à cette notoriété, de faire de lui le plus américain des cinéastes français. N'oublions pas, juste quelques années plus tard, il va réaliser la bataille de Saint-Sébastien, oui, où il n'y a aucun acteur français, et il n'y a qu'une deuxième équipe qui est française, mais tous les acteurs sont américains. Il fallait quand même, pour un réalisateur français, y parvenir. Ils ont produit en fin de compte, après Mélodie en sous-sol, ils se sont mis à produire ces films, Le Plan Sicilien, toutes ces choses-là, c'est eux qui les ont produits, mais c'est vrai qu'il a réussi à avoir un deal de 3 films, il en fera que 2, La bataille de Saint-Sébastien et la 25e heure. La 25e heure. Voilà, là-bas, et puis il revient parce qu'il n'a pas la liberté qu'il souhaite avoir, et que les réalisateurs américains n'arrivent pas à avoir, même encore aujourd'hui. Et parce que le Final Cut, les Américains souhaitaient avoir un droit de regard sur la réalisation, et tandis qu'Henri Verneuil avait des difficultés à accepter qu'on puisse avoir un regard comme ça sur sa réalisation, et c'est ce qui fait qu'effectivement il n'en a fait que 2. Alors là, ça va démarrer à partir de 63 jusqu'en 93 pratiquement. J'ai la liste des nombreux films à succès que Verneuil mettra en scène. Les plus grands acteurs français et étrangers: Gabin, bien sûr, Belmondo, Delon, Michel Simon, Yves Montand, Charles Boyer, Daniel Gélin, Philippe Noiret, Lino Ventura, bien sûr, Dirk Bogarde, Charles Bronson, Mel Ferrer, Henry Fonda, Yul Brynner, Anthony Quinn. Anthony Quinn qui disait de lui: Henri a le même sens du grand spectacle que les Américains, c'est rare chez les réalisateurs européens. Alors comment on peut expliquer justement d'où lui venait ce côté grand spectacle à l'américaine ? Je crois que d'abord, avant tout, il ne faut pas oublier qu'il était arménien. Oui. Et donc oriental et conteur. Il avait un don de conteur. Quand il s'asseyait à une table et qu'il se mettait à parler, on l'écoutait parce que voilà, il savait le faire, il savait capter son audience, il savait raconter avec les bons breaks, les bons climax qui faisaient qu'on attendait à chaque fois la phrase suivante pour qu'il nous raconte. Et il a eu le talent de savoir retranscrire en images ce don de conteur, ce qui n'est pas forcément possible pour tout le monde. C'est quelque chose que certains font en écrivant. Roger en est la preuve, et que des réalisateurs font en mettant en image. Il avait ce don-là, je pense, et c'est ça, il faisait son métier pour le public. Il a toujours dit: je fais mon métier pour les gens. Mes critiques, c'est les gens qui sortent de mes salles de cinéma et qui sont heureux en sortant. Et c'est probablement ce qu'on lui a reproché le plus. Oui, Roger Vignot, l'homme du grand spectacle à l'américaine, ça correspond bien à l'image que vous avez de Verneuil ? Ah, tout à fait, puisque, comme le disait Patrick, c'était un conteur, et il émerveillait, enfin tous les gens, enfin d'après toutes les enquêtes que j'ai menées durant le temps que j'ai passé à écrire ce livre, c'est ce qui est ressorti essentiellement, c'est que quand Verneuil commençait à prendre la parole, les gens buvaient ses paroles littéralement, et il avait ce don, sans doute tiré effectivement de ses origines orientales, et qui lui permirent effectivement de pouvoir transposer cela, sa faconde, cette manière de raconter dans ses films. Je reviens sur Mayrig justement. Oui. Mayrig au départ, c'est une histoire qu'il raconte à la télé. Oui. C'est simplement une émission de cinéma où on lui demande, comme on demandait à beaucoup, de parler de ses souvenirs. Et il parle de sa mère. Et de ça naît le livre. Et du livre naît le film. Mais c'est parce qu'à la suite de cette émission, il a reçu tellement de courriers, la chaîne de télévision a reçu tellement de courriers, de gens qui l'ont remercié, de gens qui ont en effet bu ses paroles et tout ça, que c'est de là que s'enchaîne tout. Donc c'est vraiment ce talent de conteur qui était important pour lui, et enfin qui était inné, et qui a fait que sa carrière a été une carrière faite. Je crois qu'une des choses que les Américains ont et qu'on a du mal à avoir, c'est qu'ils savent raconter une histoire, même mauvaise, ils savent la raconter. Et je crois que mon père savait raconter de bonnes histoires.
Alors Verneuil, c'est l'homme qui a fait tourner, on l'a dit tout à l'heure, les plus grands. Voilà comment Verneuil traçait les portraits de Gabin et de Delon. D'un côté, un pachyderme lent, lourd, les yeux enfoncés sous des paupières ridées et dans l'attitude, la force tranquille que confère le poids, celui du corps, de l'âge, de l'expérience, 40 ans de carrière, quelques 70 films, Gabin. De l'autre, un félin, un jeune fauve, toute griffe rentrée par un rugissement, mais des dents longues et dans le regard bleu acier, la détermination de ceux qui seront un jour au sommet, Delon. Alors écoutons justement Jean Gabin arrivant à Marseille sur le Vieux-Port en compagnie de Lino Ventura. Je crois que c'était à l'occasion de la sortie du Clan des Siciliens. Henri Verneuil est avec eux alors qu'il tombe des cordes sur le Vieux-Port. Je veux dire que la première parole de monsieur Jean Gabin en descendant du Mistral a été pour constater, c'est pas gentil monsieur, qu'il pleuvait davantage à Marseille que dans votre pays. Mais ça fait 63 ans qu'il n'a pas plu. Ah oui, il n'a pas plu à Marseille depuis 63 ans. Oui, non, parce que nous avons une habitude, c'est que chaque fois que nous venons en extérieur quelque part et qu'il pleut, les gens du pays nous disent toujours, écoutez monsieur, c'est absolument extraordinaire, ça fait au moins 60 ans qu'on n'a pas vu ça dans le pays. Alors, voilà pourquoi. Alors je crois qu'il appartient à Henri Verneuil, qui est le Marseillais du groupe, à défendre son pays. Mais je me tue à lui dire qu'il ne pleut pourquoi pas. Vous avez dit que c'était pas gentil, que j'avais dit qu'il pleuvait. Mais il pleut. C'est très bien. Il pleut. Absolument. Mais faut pas Moi, le vous dire. viendriez à l'Aigle. Vous me diriez, il pleut. Je vous dirais, bah, bien sûr, il pleut tout le temps. C'est normal, C'est normal, c'est normand. Et alors hein? Toujours été monsieur que c'est une occasion assez exceptionnelle et Et à quelle heure croyez-vous qu'on va aller dîner, nous, avec tout ce truc-là? ça ne saurait tarder. Ah bon? Parce que ils si m'ont vous parlé voulez d'ailleurs avancer. Ils m'ont parlé d'un tas de trucs, là, je voudrais bien savoir. Il y a une discote ce soir. Voilà la voix de Verneuil, mais aussi celle du grand Jean Gabin, qui devait avoir visiblement une petite fin. Alors quel rapport il avait avec toutes ces légendes du cinéma, avec Gabin par exemple? Comment s'est passée leur rencontre, Roger Vigneault? Eh ben, déjà, je pense, mais c'était lié aussi à sa faconde orientale, et ici nous dirions provençal, mais bon, à sa faconde orientale d'être très chaleureux, et ses rapports avec les acteurs étaient véritablement des rapports qui étaient très amicaux et très proches. C'est-à-dire que dès qu'il avait pris en estime un acteur, c'était quelque chose de très sensible, de l'émotionnel en fait. Et les premiers rapports avec Gabin, il faut dire que Gabin était un personnage assez particulier dans ses rapports avec les réalisateurs. Et il pensait déjà qu'à une chose, Gabin, c'était de manger. À chaque fois, dans la plupart de ses films, il posait comme on l'entend là dans le. On s'en est rendu compte là tout à l'heure. Et à chaque fois, c'était de dire bon, on mange quand et puis il faisait des repas pantagruélesques, et c'était extraordinaire de voir que Gabin, qui était cet acteur déjà qui était notoirement connu à cette époque-là, pouvait avoir des rapports aussi chaleureux avec Henri Verneuil, puisque tout au long des films qu'ils ont fait qu'il a tourné avec lui, notamment Le Singe en hiver, Mais le Dieu en sous-sol, Le Clan des Siciliens, c'est quelque chose d'assez particulier. Et voilà, c'est ce que je peux dire déjà dans ses relations avec Gabin. Si Patrick, tu as quelque chose comme anecdote? Oui, il a la première anecdote avec le fameux travelling, où la première fois qu'il tourne avec Gabin, il installe un long travelling donc qui est composé de rails sur lequel la caméra est posée. Et quand Gabin arrive, et qu'on lui explique ce qu'il va falloir qu'il fasse, c'est-à-dire donner son texte tout en marchant et Gabin dit je ne savais pas que j'allais tourner avec un chef de gare, je pensais que j'aurais un réalisateur en face de moi. Qui était une façon à la Gabin de dire c'est moi le patron sur ici. Or c'est vrai que c'est très compliqué quand on est réalisateur parce que c'est pas le rapport avec une personne, parce qu'avec une personne on peut très bien lui faire croire que. Le problème c'est qu'après il y a tous les autres qui sont devant et qu'il faut asseoir quelque part son autorité. Donc mon père a décidé ce jour-là de claquer la porte et de dire bah écoutez, puisque c'est un réalisateur et qu'on s'est trompé, je m'en vais. Et il tourne les talons et il sort. Et il explique, quand il raconte cette anecdote, il raconte que chaque pas qu'il fait, qu'il le rapproche de cette porte du fond du studio, il n'attend qu'une chose, évidemment, c'est que Gabin le rappelle. Et Gabin ne le rappelle pas. Ah. Donc il ouvre la porte, il sort et il se dit bon ben voilà, ma carrière est terminée. Il monte dans sa loge et c'est en ressortant de sa loge